Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Thierry Lepant sur le départ. Il remettra sa démission au Parlement de la CGT le 13 janvier prochain. Le leader de la centrale refuse de porter seul la responsabilité de l'affaire des travaux de son bureau. Il entraîne dans sa chute les 8 membres de la direction du syndicat. Le bras de fer continue entre Marisol Touraine et les médecins libéraux avec une nouvelle journée de grève des généralistes. La ministre de la Santé exclut tout recul sur la généralisation du tiers payant, socle de son projet de loi et qui cristallise les tensions chez les médecins. La Grèce fait de nouveau trembler les Européens. L'hypothèse d'une sortie du pays de la zone euro inquiète fortement les marchés. Quelle doit être la position de l'Union européenne? Doit-on redouter une contagion? C'est le débat de ce 24 heures Sénat. Si ce n'est pas une démission, cela y ressemble fortement. Thierry Lepant, secrétaire général de la CGT et les membres du bureau de la centrale ont décidé de remettre leur mandat à la disposition du comité national. Mis en cause dans plusieurs affaires, le numéro 1 de la CGT était poussé depuis plusieurs semaines à la démission par ses détracteurs, nombreux au sein de son propre syndicat, Audrey Vuettaz. Thierry Lepant vacille et c'est finalement un remaniement complet qui pourrait avoir lieu à la tête de la CGT. Le secrétaire général et les 8 membres du bureau confédéral ont choisi de remettre leur mandat à disposition du Parlement du syndicat. Ce sera le 13 janvier prochain. La tête de la CGT n'aura donc pas résisté aux affaires de son secrétaire général. Après des révélations du Canard enchaîné à l'automne dernier concernant son train de vie, Thierry Lepant essuie aujourd'hui une nouvelle polémique. Un rapport interne de la CGT, il pointe de nouvelles incohérences concernant la réduction de son salaire cette fois-ci. Dans cette période tourmentée, les défections se sont enchaînées autour de Thierry Lepant. De nombreuses fédérations ont réclamé son départ et hier, c'est son prédécesseur qui a porté le coup de grâce. Louis Vianney, ancien secrétaire général de la centrale et véritable autorité morale, a appelé à sa démission, une première dans l'histoire du syndicalisme. En clamant sa volonté de rester coûte que coûte dans sa responsabilité, Thierry Lepant tend à confondre détermination et entêtement. Le secrétaire général se grandirait en annonçant publiquement et avant même la réunion du comité confédéral national sa décision de remettre son mandat à la disposition du CCN. Le bureau complet a donc décidé de prendre ses responsabilités sans attendre la fin des 2 jours de débat. Le sort de ses membres repose désormais dans les mains du comité central national. La France a un nouveau visage avec la naissance depuis le 1er janvier de 11 nouvelles métropoles, des mégavilles de 400 000 habitants minimum vouées à devenir les poumons économiques des régions dont le nombre est passé de 22 à 13 nouvelles entités. Une nouvelle carte qui va entraîner de nombreux changements et pas forcément là où on les attend. Tour d'horizon des conséquences de cette réforme territoriale avec Faustine Saint-Geniès. Terminé le logo Bourgogne, fini le panneau Rhône-Alpes, les nouvelles régions vont devoir faire peau neuve. Tous les sigles, affiches, sites internet présentant les anciens noms devront être remplacés. Le coût de ce petit lifting pour les collectivités n'a pas encore été estimé. Autre inconnu, l'avenir des conseils régionaux. Les régions qui ont fusionné ne pourront a priori pas garder 2 bâtiments officiels, il faudra donc choisir. Strasbourg, par exemple, est assuré d'être le siège de la nouvelle région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. On ne connaît pas encore le sort des bâtiments dans les villes qui perdront leur statut de capitale. Le nouveau découpage pourrait aussi influer sur les compétitions sportives. La région est l'échelon roi pour les rencontres. Les équipes vont-elles parcourir plus de kilomètres pour s'affronter? Se pose également la question de la fusion des fédérations. Pas de changement en revanche pour les Miss France. À l'heure actuelle, il y a 33 Miss et certains territoires comme l'Orléanais ne correspondent à aucune région. Pour le comité Miss France, la tradition prime sur l'administration. Mais les gagnants de cette réforme sont les éditeurs de publications. Ils vont pouvoir vendre de nouvelles éditions de manuels scolaires, livres, guides de voyage ou encore dictionnaires avec la carte de France actualisée. Gérard Larcher, le président du Sénat, épinglé par le Canard enchaîné, à paraître demain. Selon l'hebdomadaire satirique, il aurait écrit en 2013 à Bernard Cazeneuve, alors ministre du Budget, pour faciliter un dégrèvement de 449 184 € en faveur des copropriétaires de la résidence club de Neuilly, dont faisait partie sa belle-mère. Contacté par téléphone, l'entourage de Gérard Larcher se dit serein, évoquant le remboursement d'un trop perçu de TVA.
Bruno Retailleau l'a annoncé ce soir. Le président du groupe UMP au Sénat et président du Conseil général de la Vendée ne se représente pas aux élections départementales. Il conduira la liste de droite aux prochaines élections régionales en décembre 2015. Une France avec moins de régions, mais plus de partis politiques. Si une poignée de partis occupe le devant de la scène médiatique et remporte des succès lors des élections nationales, ils sont en réalité plus nombreux. En 2013, 408 formations étaient recensées, 15 fois plus qu'il y a 25 ans. Les explications d'Ilione Schulz. UMP, PS, Front National, Modem, facile. Tout le monde est capable de les citer. En revanche, connaissez-vous l'Union des contribuables d'Europe, l'Union élargie des seniors ou encore le Temana o Temaumotu? Et pourtant, ils font eux aussi partie de la liste officielle des 408 partis politiques recensés en 2013 en France, des partis 15 fois plus nombreux qu'en 1990. Pourquoi? Eh bien tout simplement en raison de la prolifération des micro-partis constitués souvent autour d'un territoire ou d'une personne. Aucune loi ne définit précisément la notion de parti politique, ils s'organisent donc librement à condition d'avoir un mandataire financier et de déclarer leurs comptes. L'objectif des micro-partis n'est pas électoral, ils servent surtout à recueillir des dons, une façon de compléter le financement des grands partis. Ces dons sont limités à 7 500 € par an et par personne désormais. Mais les partis vivent aussi de l'aide publique, plus de 63 millions d'euros en 2014, dont 90% environ sont trustés par les 10 principaux partis. Corinne Lepage, à la tête de Cap 21, le Rassemblement citoyen, n'en bénéficie pas. Elle dénonce ce système. Je pense déjà qu'il faudrait être beaucoup plus rigoureux sur ceux qui les ont, les financements publics, parce que la commission des comptes de campagne a en fait très peu de pouvoir de contrôle, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a qu'à voir Big-Malion, je pense que la démonstration est faite. Et le système n'est absolument pas juste. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce système organisé uniquement par les grands partis politiques pour les grands partis politiques. Consciente de la mauvaise image que peuvent avoir les partis, Corinne Lepage aurait voulu éviter d'en créer un. Mais pour se présenter aux élections, pas le choix, c'est la seule solution. À 77 ans, Lionel Jospin entre au Conseil constitutionnel. L'ancien Premier ministre a officiellement prêté serment aujourd'hui. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement occupe cette fonction de sage parmi les sages. Je vous le disais en titre, pas de trêve pour la grève des médecins généralistes, toujours vent debout contre la généralisation du tiers payant. Ils dénoncent également une dégradation de leurs conditions de travail. Il faut dire qu'ils sont confrontés à une augmentation de la paperasserie. Conséquence, les jeunes étudiants en médecine boudent de plus en plus la filière générale, préférant se spécialiser, comme l'a constaté aujourd'hui Pauline Dame. Une porte pas toujours facile à pousser. D'après le palmarès 2013 des spécialités choisies par les internes en médecine, la médecine générale se placera en queue de peloton au profit de l'ophtalmologie, des étudiants désabusés et un métier jugé trop complexe et contraignant. Connaître tout sur toutes les spécialités, pouvoir bien orienter les patients, je trouve ça très dur. Il faut à la fois faire un travail de qualité pour bien connaître son patient et à la fois essayer de répondre à la demande et donc d'en voir beaucoup. C'est sûr que les contraintes budgétaires, administratives font peur et quand on est jeune et quand on a envie de bien gagner sa vie, quand on est une femme et qu'on ne veut pas trop travailler, c'est vrai que c'est pas facile de faire ce choix. Des actes médicaux peu séduisants. Ça va être beaucoup de soins de routine ou les mêmes choses ou les angines, etc. Et c'est pas forcément les soins qui sont les plus, exaltants professionnellement. Un manque d'encouragement que déplore ce futur médecin généraliste. On n'incite pas suffisamment les jeunes à se lancer dans la médecine générale, les jeunes étudiants en médecine aujourd'hui, parce qu'ils savent que ce qui se profile à l'horizon, c'est de plus en plus de taxes, de plus en plus de dangers à se mettre dans le libéral. Et je pense qu'il faut de plus en plus de courage pour oser se lancer là-dedans, quoi. Une profession en perte de vitesse. Selon le Conseil national de l'ordre des médecins, les spécialistes pourraient être plus nombreux que les médecins généralistes d'ici 5 ans, soit 88 000 pour 86 000 généralistes. Et on reparlera de la grève des médecins généralistes et de la crise que traverse cette profession demain à 19 h dans notre débat. Les abattoirs normands AIM qui emploient près de 600 personnes en France, à leur tour touchés par la crise du secteur agroalimentaire. Ils ont été placés en redressement judiciaire dans l'attente de trouver un repreneur. 24 heures Sénat, tout de suite le débat.
Il est devenu le nouveau cauchemar des dirigeants européens. Alexis Tsipras, leader de la coalition de la gauche radicale grecque, pourrait remporter les législatives du 25 janvier prochain. Un scénario qui rendrait inéluctable aux yeux de certains la sortie de la Grèce de la zone euro. Jérôme Rabier. C'est une image qui hante la Commission européenne, fait trembler les marchés boursiers et inquiète au FMI. Si le 25 janvier, Alexis Tsipras, le leader de Syriza, sort vainqueur des élections législatives anticipées, c'est sa coalition de gauche radicale qui pourrait diriger le pays avec une priorité, changer de politique économique. L'austérité est un phénomène aussi irrationnel que catastrophique. Pour rembourser la dette, une restructuration sérieuse de celle-ci est nécessaire. Remettre en cause le remboursement des 240 milliards d'euros de prêts accordés par l'Union européenne, le FMI et les créanciers privés depuis 4 années, voilà le point numéro 1 du programme de Syriza. De quoi faire sortir de leur gonds les tenants de l'austérité, au premier rang desquels l'Allemagne, où Angela Merkel aurait évoqué une nécessaire sortie de la zone euro en cas de victoire de la gauche radicale. Un scénario inenvisageable pour la Commission européenne. D'après l'article 140, paragraphe 3 du traité, l'appartenance à l'euro est irrévocable. La sortie de l'euro n'est de toute façon plus au programme de Syriza, mais Alexis Tsipras surfe sur le ressentiment envers l'Allemagne et défie depuis longtemps Angela Merkel. Madame Merkel doit comprendre qu'elle n'est qu'un partenaire comme les autres au sein de l'eurozone. Une eurozone qui ne connaît ni propriétaires ni locataires. Dans un pays où le PIB a perdu 25 points en 4 ans, où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où le chômage atteint 27%, ce discours fait mouche auprès des électeurs, à défaut d'autre chose. Je pense que quelque chose va changer. Je ne sais pas si Alexis Tsipras va mieux s'en sortir. Mais cela ne sera pas pareil. Pour moi, c'est essentiel. Après 4 années d'expérimentation, il faut changer. S'il arrive à l'emporter et à constituer une majorité, Alexis Tsipras, 40 ans et tribun hors pair, deviendra le seul interlocuteur de l'Union européenne. Un leader d'extrême gauche à la table des prochains sommets, cela promettrait des débats enlevés sur la politique à mener pour sortir l'Europe de la crise. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Bas-Rhin, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Yves Lecomte, bonsoir. Sénateur socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Fabienne Keller, est-ce qu'il faut avoir peur d'une victoire d'Alexis Tsipras en Grèce? Alors les négociations commencent avant même l'élection. Je crois que c'est relativement classique dans les débats européens. Madame Merkel est clairement garante du système européen. 317 milliards d'euros de dettes qui ont été garantis par le mécanisme européen de stabilité il y a quelques années, comme ça a été expliqué dans le reportage. C'est pas rien. Tous les États européens se sont engagés pour des sommes considérables. Elle veille, voilà, la sécurité de ce dispositif. Sa menace, toutefois, n'est pas tout à fait crédible, comme l'a rappelé la représentante de la Commission européenne, puisque la Grèce ne peut pas sortir de l'euro, elle ne peut que sortir de l'Union. Donc, cette gauche anti-austérité inquiète. Le résultat est effectivement des mesures drastiques qui ont été mises en place en Grèce, de la souffrance du peuple grec. Mais il faudra aussi qu'Alexis Tsipras accepte les règles. La Grèce est rentrée dans un processus d'assainissement. Elle ne peut pas nier comme cela, d'un revers de la main, les engagements pris. Mais je crois que cela prépare en fait le socle de la négociation européenne. Jean-Yves Lecomte, une réaction à cette possible victoire de la gauche radicale en Grèce, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est une conséquence qui apparaît aujourd'hui possible de la situation politique, économique et sociale en Grèce. Et je crois qu'il ne faut pas dramatiser outre mesure la situation. Il ne faut pas se refaire des films à chaque fois qu'il y a une élection dans l'un des pays qui a subi des difficultés importantes au cours des dernières années, en se disant que l'ensemble du dispositif européen va exploser. J'attire toutefois l'attention sur le fait que si on peut sortir de l'Union européenne, on n'a pas d'architecture pour avoir un pays dans l'euro sans être dans l'Union. Donc l'un impliquerait l'autre. Et je ne pense pas qu'il faille dramatiser. Parce que finalement, l'Union européenne, elle a besoin, pour être à nouveau forte, d'être stable. Et bien entendu, à chaque fois qu'on rentre dans une négociation entre États membres, on est obligé de dramatiser un peu. Mais à chaque fois qu'on dramatise, on défend ses intérêts propres et on affaiblit l'ensemble.
Et là, en fait, Angela Merkel, en défendant quelque part, et on peut la comprendre, les plus de 50 milliards qui ont été prêtés par les États membres à la Grèce, en même temps, il faut faire attention. L'Union européenne, c'est une construction politique. C'est pas un club où il y a d'un côté des créanciers, de l'autre côté des débiteurs. Et il faut faire attention à ne pas favoriser cette évolution-là. Alors effectivement, Fabienne Keller, cette question de la sortie possible, cette hypothèse d'une sortie de la zone euro de la Grèce est dans tous les esprits. Je vous propose d'écouter Harlem Désir, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Il était l'invité de l'émission politique de Public Sénat, preuve par 3. Écoutez sa réaction. Les Grecs vont voter et ils vont choisir librement leurs gouvernants. Je crois que tout le monde a intérêt à ce que la Grèce reste dans la zone euro, y compris les Grecs eux-mêmes. Et je note que toutes les grandes formations politiques en Grèce, que ce soit les formations traditionnelles ou des formations nouvelles comme Syriza, d'Alexis Tsipras, ont dit qu'elle souhaitait rester dans la zone euro. À partir de là, il y a plusieurs principes. D'abord, il y a un principe de démocratie. La démocratie, c'est ce qui fonde l'Europe. Donc on respecte les choix qui vont être faits par le peuple grec. Voilà, c'est une émission à revoir ce soir à 22h45 sur notre antenne. Fabienne Keller, on l'a entendu, tout le monde a intérêt à ce que la Grèce reste au sein de la zone euro. Vous partagez cette analyse du secrétaire d'État ? D'abord, pour la raison que je rappelais, donc, on ne peut pas sortir de la zone euro, on ne peut que sortir de l'Union européenne. Ce serait un fait historique, ce serait un virage pour l'Europe dramatique. Parce qu'effectivement, comme Jean-Yves Leconte vient de le dire, c'est avant tout une construction politique, l'Europe. La Grèce rejoint l'Union européenne pour mettre fin à la dictature qu'elle subissait depuis plusieurs décennies. Donc l'euro a suivi cette union politique. Il faut aujourd'hui arriver à un accord. On sent bien que, très pris par sa campagne électorale, Alexis Tsipras, on rajoute plutôt sur la position grecque. Je pense qu'il arrivera à une position plus raisonnable, qui est de respecter l'essentiel des engagements de la dette, s'agissant de sa dette pour la Grèce s'il est élu. Et je pense aussi que Mme Merkel traduit une inquiétude qui est celle des marchés financiers. On a vu que les taux d'intérêt ont explosé en grec, que les marchés financiers grecs ont beaucoup baissé, en Europe aussi, que l'euro s'est encore affaibli. Donc cette inquiétude, elle a raison de la porter pour protéger l'ensemble du système de l'euro. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. On est dans des procédures d'équilibre et de début de négociation qui aura lieu plutôt après l'élection, après le 25 janvier. Mais les Grecs devront accepter d'assumer une partie, de continuer à assumer une partie de l'effort, même si, nous le savons, c'est trop douloureux pour eux. Jean-Yves Leconte, quand François Hollande dit c'est à la Grèce de décider ou non de son appartenance à la zone euro, qu'en pensez-vous ? Bah oui, on est dans un système démocratique, donc c'est bien entendu aux Grecs de décider. Moi, ce que je comprends, c'est d'abord, il ne faut pas se faire de film. Syriza et Alexis Tsipras, c'est pas des copies du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs militants de gauche qu'on qualifierait de gauche extrême et qui sont grecs disent encore aujourd'hui que l'euro, c'est pas le problème, c'est la solution. Ils savent aussi pourquoi leur pays en est là. Ils savent que c'est les oligarchies qui ont conduit, par la fraude fiscale, par des gabegies, à une situation où justement, contrairement à ce qu'on pense en France, l'Europe améliore la gouvernance de la Grèce. Aujourd'hui, la Grèce, pour s'en sortir, elle a besoin d'une gouvernance meilleure et l'Europe lui apporte. Même si les efforts ont été très durs pour la population ou créé des tragédies sociales, il faut effectivement tenir compte du fait qu'aujourd'hui, le budget primaire, sans le service de la dette, il est positif. Donc c'est un argument de négociation fort pour le gouvernement grec. Mais ils savent bien que c'est encore mieux d'être aujourd'hui grec que russe, avec un rouble qui s'effondre ou qui s'est effondré, parce qu'à ce moment-là, c'est le patrimoine, les économies, les capacités de voir à l'avenir qui sont encore plus affaiblies qu'avec la situation grecque. Donc il vaut mieux un euro fort et des contraintes que la situation qu'on peut avoir avec une monnaie qui n'a plus du tout aucune capacité de pouvoir d'achat. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est positif encore pour les Grecs. Avant de continuer ce débat, je vous propose de retrouver Angélique Kourounis, qui est notre correspondante à Athènes. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Alors, est-ce que les confidences d'Angela Merkel sur l'éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro peuvent finalement pousser davantage les Grecs à voter en faveur de Syriza ? Mais oui, mais ce qui pousse une partie de plus en plus importante de Grecs à voter pour le Syriza, c'est ce qu'un de vos invités a dit, c'est la tragédie sociale qui dure depuis maintenant 5 ans.
c'est un tiers de Grecs sous le seuil de pauvreté, un tiers de Grecs qui n'ont plus accès aux soins et un quart qui n'ont plus de travail. Et la perspective d'une poursuite de la politique d'austérité qui fait qu'il n'en voit pas le bout. Tsipras, lui, ce qu'il dit, c'est pas on va sortir de l'euro, il l'a jamais dit, c'est pas on va arrêter de rembourser la dette, ça non plus, il l'a pas dit, il a dit on va négocier, parce qu'on a fait des efforts, qu'on est dans une meilleure position, et que oui, on a des dettes, oui, on va les rembourser, mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas en même temps, on va négocier pour donner aux Grecs un peu un espoir pour vivre, un peu pour qu'ils sortent la tête de l'eau et qu'ils ne soient plus dans cette situation de désespoir total. C'est ça que dit Tsipras. Tsipras, c'est pas la gauche radicale, c'est pas la dictature du prolétariat, les tickets de rationnement et les maisons, la propriété sucre. C'est pas ça du tout. C'est un parti de gauche, tout simplement, qui dit l'austérité, ça n'a pas donné ses fruits, on va donner une autre voie. Et pas seulement à la Grèce, à toute l'Europe. Il y a l'Espagne du Podemos, il y a l'Irlande du Sinn Féin. C'est une autre dynamique que Tsipras veut donner à l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire si le programme finalement d'Alexis Tsipras a évolué depuis le début de la campagne? Mais la campagne pour ces élections a été lancée samedi. Donc il n'a pas évolué depuis maintenant, ça c'est très clair. Le programme économique est le même qui a été présenté à Thessalonique en 2012 lors des premières élections. Et ce programme était très clair. Il disait qu'on va relancer la croissance non pas par des investissements qui ne viennent pas, mais par la création d'emplois qui, eux, vont donner une croissance. On va arrêter cette austérité qui ne porte pas ses fruits. Et surtout, il y a des tas de mesures qui ne coûtent pas des sous, qui ne coûtent pas d'argent à l'État, mais qui peuvent donner l'impression aux Grecs qu'il y a un espoir. Il y en a une seule qui l'a présentée samedi soir, qui est par exemple d'annuler cette loi qui vise à faire une évaluation de tous les fonctionnaires qui sont pris dans des actions de manifestation, dans des actions de contestation, évaluation qui, tant qu'elle n'est pas faite, ils sont suspendus de leur travail et licenciés. Eh bien, cette loi a complètement tétanisé tous les fonctionnaires. Eh bien, ça ne coûte pas d'argent. Merci Angélique Kourounis. Merci à beaucoup pour votre analyse. Fabienne Keller, on l'a entendu, effectivement, il y a cette tragédie sociale traversée par la Grèce. D'autres mouvements émergent au sein de l'Union européenne contre les politiques d'austérité. Alors, comment ce message doit-il être perçu par les dirigeants aujourd'hui? Alors, il faut se rendre compte des énormes efforts d'ajustement que la France n'a pas fait, mais qui ont été faits, bien sûr, en Grèce, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Irlande. Et les peuples souffrent. On l'évoquait, la journaliste l'évoquait à l'instant, les questions de couverture maladie, d'accès au travail, d'augmentation du chômage, mais par exemple en Espagne, des éléments de reprise qui se font sentir, comme en Irlande. Donc cette idée de l'espoir, de commencer à reconstruire, je crois que c'est une idée qui est chère à l'Union européenne, qu'après de gros efforts, on trouve une place aussi pour une possibilité de reprise et de nouvelle croissance. C'est d'ailleurs le sens du plan Juncker, qui en encourageant les investissements, veut soutenir certains projets prioritaires dans différents pays européens. Moi, je suis assez sereine, j'ai envie de dire que l'Union européenne a envie, à la volonté même, de soutenir la Grèce qui a fait de gros efforts. Et la Grèce va avoir à cœur de respecter l'essentiel de ses engagements, y compris financiers, pour rester la grande nation européenne qu'elle est. Jean-Yves Lecomte, pourtant il y a une partie des pays d'Europe du Sud qui semble lassée par l'austérité qui leur est demandée. C'est assez compréhensible compte tenu de ce qu'ils ont vécu. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Considérer que, je dirais aujourd'hui, le coup de chaud, d'une certaine manière, de cette campagne un peu inattendue en Grèce, il ne faut pas la considérer comme un risque, il faut la considérer comme une chance. En 2010, la crise grecque a mis en évidence un certain nombre de difficultés dans la construction de l'euro. On a corrigé les choses, mis en place le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sans unité politique, sans direction politique, avec une supervision budgétaire, mais qui n'a pas d'implication sur les fiscalités, tout ça, c'est encore assez bancal. Et c'est pas démocratique. Et puisque c'est pas démocratique, ça pose des problèmes au peuple. Donc il faut aller plus loin. Cette nouvelle, ce coup de chaud qui n'est pas encore une crise, et l'économie mondiale n'a pas besoin d'une crise de plus, il faut en profiter pour continuer ce qui a été entrepris à partir de 2010-2011, c'est-à-dire renforcer l'euro et renforcer le pilotage politique et démocratique de l'ensemble de la zone euro. Si on gagne, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, l'euro pour la Grèce, c'est pas le problème, c'est la solution, mais je dirais la Grèce pour l'Europe, c'est pas le problème, c'est aussi la solution. C'est un moyen de se dire, il y a encore des choses qui ne vont pas dans la construction politique, et allons-y.
François Hollande et Angela Merkel se verront dimanche à Strasbourg. Fabienne Keller, que peut-on attendre de cette rencontre? Alors, moi, je suis très heureuse qu'ils se retrouvent à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Je crois que c'est une magnifique opportunité pour que l'axe franco-allemand sur ce sujet difficile puisse être le socle d'une vision partagée. Ils peuvent parler d'une même voix sur ce sujet? Je l'espère, c'est le vœu que je formule. J'espère que l'esprit de Strasbourg les inspirera et je pense qu'ils ont cette volonté. C'est un moment difficile pour l'Union européenne. Plusieurs pays européens souffrent, on vient de l'évoquer. La Grèce, évidemment, est à un moment de bascule politique. Trouver une juste voie entre une rigueur indispensable, mais aussi cet espoir qu'on évoquait et qu'il faut donner à la fois aux Grecs et aux autres peuples européens. Oui. Mais je voudrais dire quand même que l'euro, c'est important, mais la convergence des stratégies économiques reste un sujet de travail dans l'Union européenne et on mesure là, à nouveau, à l'occasion de cette crise, combien il est important que sur les aspects fiscaux, sur les aspects de droit du travail, il y ait un travail de fond pour que la convergence des économies consolide cette monnaie commune qui n'est qu'un outil parmi d'autres, de manière à ce que cette réalité de l'intégration européenne progresse. C'est un projet réaliste, cette convergence économique, Jean-Yves Lecomte, dont parle Fabienne Keller? Déjà, on a quand même l'Europe, la zone euro est aujourd'hui beaucoup plus intégrée qu'elle ne l'était auparavant. D'autre part, on a oublié ce que c'était que des variations de cours entre l'Europe, entre la France et l'Allemagne, par exemple. Est-ce que ça coûtait à nos économies? Donc tous ces gains, on les accumule et on les oublie en même temps. Mais il faut essayer quand même de se rendre compte de ce qu'on a gagné avec cette construction et la poursuivre. Et pas revenir en arrière et tenter de revenir en arrière. Voilà, donc un message d'espoir et puis un message aussi de conscience de ses forces. On est la première puissance commerciale du monde. Toutes les zones économiques aujourd'hui ont des difficultés différentes. Mais finalement, l'Europe, si elle arrive à être cohérente sur le plan politique, elle a une capacité à peser sur l'ensemble de l'économie mondiale en positif. Pour la croissance et pour l'emploi. Avec quand même toujours cette fragilité, on le voit, on en parlait, les marchés qui ont très très mal réagi, qui s'inquiètent de cette situation grecque. Fabienne Keller, est-ce qu'on peut redouter un risque de contagion à la zone euro de la situation grecque? Alors, contagion, pas vraiment, mais disons dans l'hypothèse où la perspective de la sortie de l'euro se concrétiserait, ou que les marchés simplement en étaient plus convaincus, c'est vrai que cette glissade des marchés pourrait continuer. Alors, il y a sûrement un effet aussi de début d'année, hein. C'était l'info, les élections de la fin de l'année, les marchés sont assez creux, toujours inquiets, avec une année qui s'ouvre devant eux. Mais je crois qu'il faut de ce point de vue-là les rassurer, la Grèce ne sortira pas de l'euro. Nous sommes un grand continent, mais qui a un pilotage politique très particulier. C'est que c'est un pilotage à 27, plus la Commission. Donc, il y a sans cesse des discussions qui sont ouvertes. Hein. Et là, une discussion entre la Grèce, les Allemands, à partir de dimanche, François Hollande. Merci Jean-Yves Lecomte. J'espère qu'on arrivera à une solution positive. Comme c'est la tradition à notre partenaire de l'Obs.com, l'Europe doit-elle effacer la dette grecque? Eh bien, les internautes ont répondu oui à 76%, non à 21%. Sur 318 votants, ne se prononce pas 3%. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.